tous et à toutes. J'espère que vous allez bien aujourd'hui, en ce lundi de décembre un peu gris. Mais bon, on a tous hâte aux vacances. Donc, merci à nos deux invités d'aujourd'hui d'avoir accepté de se joindre à nous pour cette webconférence qui portera sur les modifications à la loi sur la protection du consommateur. Donc, nous parlerons spécifiquement des nouvelles obligations pour les fabricants et commerçants en regard de la qualité des biens et notamment en ce qui concerne la garantie de qualité et la durée de bon fonctionnement des biens. Comme vous le savez, pour certains d'entre vous, les revenus des formations soutiennent nos deux piliers de mission que sont le premier pilier qui est de contribuer à l'avancement du droit et deuxième pilier qui est le soutien à une relève juridique diversifiée pour une société plus juste. Également, je tiens à remercier le CAEJ, qui est notre partenaire pour une deuxième année consécutive de nos MidiWeb conférences. Comme vous le savez, le CAEJ est une source incontournable d'informations juridiques au Québec et accessible à tous les juristes. Quelques précisions pour la webconférence de ce midi. Donc, les questions, cette fois-ci, pourront être posées tout au long de la présentation de Maître de l'Étoile et Maître Brien. Donc, je pourrai les lire et vous interrompre comme vous me l'avez permis et de vous poser des questions au fur et à mesure. Aussi, vous recevrez par email l'attestation et la présentation PowerPoint dans les prochains jours. Je vous rappelle que vous devez assister à 50 minutes à la webconférence d'aujourd'hui pour recevoir l'attestation de participation. Donc, je vous présente nos deux invités, Maître Del'Étoile et Maître Brien. Je vais commencer par présenter Maître Vincent Del'Étoile, qui est un associé chez Langlois Avocats. Il a développé une spécialisation plus particulièrement dans les domaines du litige civil et commercial, des actions collectives, de la responsabilité du fabricant, ainsi qu'en droit de la consommation et en droit de la concurrence. Il mène des litiges, conseille et assiste sa clientèle dans des champs très variés. Sa pratique est principalement caractérisée par la défense des droits et intérêts de clients dans des domaines bancaires et de services de paiement, manufacturiers, des télécommunications et du transport aérien, ainsi qu'en pharmaceutique. Donc, c'est effectivement très varié, Maître de l'Étoile. Mais vous accompagnez aussi également votre clientèle dans les mandats non contentieux en regard de la conformité de leurs activités, opérations et pratiques de commerce. Alors, bienvenue, Maître de l'Étoile. Bonjour à tous. Je présente maintenant Maître Justine Brien, qui pratique aussi au sein du groupe de litige civil et commercial au bureau de Langlois. À ce titre, elle représente et conseille des organisations et des entreprises dans le cadre de litiges variés, elle aussi, qui touchent notamment le droit bancaire, la responsabilité du fabricant, le droit de la consommation et l'accès à l'information. Dans le cadre de sa pratique, elle représente des organisations et entreprises devant plusieurs tribunaux québécois, y compris les tribunaux administratifs. Maître Brien fournit régulièrement des conseils sur des questions relatives à la publicité dans les médias, aux exigences liées à l'intégrité dans les contrats publics, aux normes à respecter en ce qui a trait à la langue française et à la conformité aux lois sur la protection des consommateurs. Alors, bienvenue vous aussi, Maître Brien. Avant de prendre les questions, je vous rappelle que vous recevrez aussi dans les prochains jours votre attestation. J'ai sauté, je suis déjà rendue à la fin, donc je m'excuse, je vous cède la parole à toutes les deux, à votre présentation. On a une 45 minutes de présentation, puis je vais réapparaître là, vers la fin pour prendre les questions ou vous en poser tout au long de la séance. Alors, merci à vous. Bonne présentation. Merci, Maître Poitras. Bonjour à tous et à toutes. C'est un plaisir d'être parmi vous ce midi. Un merci tout spécial également de l'invitation de la Fondation du barreau du Québec de participer à son plan de conférence. C'est un véritable plaisir pour Justine et moi aujourd'hui de participer à la diffusion du savoir et l'accomplissement de la mission de la Fondation. Donc, nos présentations ayant été effectuées, il nous fait plaisir de passer dans le vif du sujet pour parler
de les modifications qui sont entrées en vigueur au mois d'octobre dernier à la loi sur la protection du consommateur par l'adoption de la loi protégeant les consommateurs contre l'obsolescence programmée et favorisant la durabilité, la réparabilité, pardon, et l'entretien des biens. Mise en contexte avant de passer dans le vif du sujet, puisqu'elle nous apparaît pertinente. Comme vous le voyez à l'écran, le 1er juin 2023, le gouvernement a déposé le projet de loi numéro 29 avec les objectifs déclarés suivants: assurer la disponibilité de biens durables et de qualité avec des mesures d'entretien et de réparation, protéger les consommateurs contre l'obsolescence programmée, faire de l'État québécois un chef de file en matière d'obsolescence programmée et de mesures anti-citron dans le domaine du secteur automobile, ainsi qu'une mise à jour des amendes en cas de violation à la loi sur la protection du consommateur et l'introduction d'un nouveau régime de sanctions administratives tel que nous le verrons en fin de présentation. Donc, pour les non-initiés, évidemment, la loi sur la protection du consommateur vise l'encadrement des contrats de consommation intervenant au Québec entre une personne physique, le consommateur, et un commerçant, s'agissant d'une personne qui fait le commerce de biens et de services. La loi sur la protection du consommateur est en vigueur depuis maintenant près de 50 ans et n'aura jamais fait l'objet de grandes refontes ou des modifications ponctuelles, dont celle dont il sera question aujourd'hui, qui fondamentalement veillent à encadrer ou préciser les modalités d'exercice de la garantie légale de qualité en vertu de la loi sur la protection du consommateur qui s'assimile à celle prévue par le Code civil du Québec. Malgré son titre, comme nous le verrons tout à l'heure, l'obsolescence programmée n'est pas le cœur des modifications qui ont été apportées avec le projet de loi 29, mais bien une nouvelle mesure en matière de pratiques interdites. Fondamentalement, le projet de loi 29 a eu pour effet de apporter un niveau de sophistication, de précision dans les modalités de la garantie légale de qualité par les introductions de mesures de durée de bon fonctionnement qui sont désormais précisées, nous le verrons, et les notions de réparabilité. Le 3 octobre, quelques mois seulement après le dépôt du projet de loi, la loi protégeant les consommateurs contre l'obsolescence programmée et favorisant la durabilité, réparabilité et l'entretien des biens a été adoptée pour avoir été sanctionnée le 5 octobre 2023. Fait à noter, malgré l'ampleur de la réforme et la nouvelle lourdeur d'obligations pour les commerçants et les fabricants que nous verrons, le processus de consultation fut assez sommaire. Les commissions parlementaires afférentes aux modifications proposées de par le projet de loi ont été très courtes. Les intervenants qui ont été invités à se prononcer en commission parlementaire ont été peu nombreux. La loi a été adoptée et nous le constaterons au fur et à mesure de la présentation. Bien des obligations demeurent à préciser puisque nombreuses des dispositions prévoient qu'elles seront mises en œuvre par l'entremise d'un règlement à être adopté par le gouvernement, projet de règlement qui n'a pas encore été circulé et dont on ne connaît pas encore les obligations, de sorte que nos excuses à l'avance, vous pourriez avoir des questions sans réponse au terme de notre présentation. Vous devrez, comme nous tous, suivre l'actualité législative dans les prochains mois et prochaines années pour ultimement bien apprécier la saveur de la nouvelle loi et conseiller votre clientèle en conséquence ou voir à la sanction des droits qu'il prévoit. Notre présentation d'aujourd'hui est divisée en 6 grands thèmes. Le premier, la garantie de bon fonctionnement d'un bien. Justine vous introduira à la nouvelle notion et ses tenants et aboutissants. Il sera question par la suite de la réparabilité des biens, de nouvelles obligations également dans la LPC à ce sujet.
de nouveaux articles concernant les automobiles gravement défectueuses, ce que l'on appelle communément les véhicules Citroën. Évidemment, le législateur n'aura pas cru opportun d'utiliser cette terminologie, mais c'est ce dont il s'agit véritablement. Des adaptations au titre 2 de la LPC qui concerne les pratiques de commerce interdites. C'est là où la notion d'obsolescence programmée prendra tout son sens. On vous entraînera également des nouvelles sanctions administratives pécuniaires, donc une nouveauté dans la LPC qui n'avait aucune emprise jusqu'à la présentation du projet de loi et l'adoption de la loi. Donc, une nouvelle mesure mise à la disposition de l'Office de la protection du consommateur pour assurer le respect et la sanction de la loi. Et on conclura notre présentation avec un survol des ajustements qui ont été apportés aux dispositions pénales de la loi sur la protection du consommateur. Il s'agit de mesures qui sont mises en œuvre de façon parcimonieuse, mais qui existent néanmoins. Et ceux qui assistent des fabricants et commerçants ayant été aux prises avec des recours pénaux en vertu de la LPC pourront certainement apprécier ce dont il s'agit et l'importance des modifications. Évidemment, puisque nous sommes en présence d'avocats, nous nous devons d'exprimer la réserve d'usage. Notre propos aujourd'hui vise à vous éduquer et non pas nécessairement de transmettre des opinions juridiques formelles quant aux nouvelles dispositions. Et sans plus attendre, je passe la parole à ma collègue Justine pour vous introduire aux nouvelles dispositions relatives à la garantie de bon fonctionnement d'un bien. Merci Vincent. Alors, le premier volet de la réforme de la LPC dont nous allons traiter aujourd'hui concerne l'ajout de cette nouvelle garantie de bon fonctionnement. Alors, comme Vincent l'a mentionné, la loi sur la protection du consommateur et le Code civil du Québec prévoit déjà une garantie légale de qualité qui prévoit qu'un bien qui fait l'objet d'un contrat doit pouvoir servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien. La loi vient donc introduire une nouvelle garantie légale de bon fonctionnement qui vient bonifier la protection qui est déjà offerte aux consommateurs. Tel qu'indiqué à la présentation, cette garantie n'est pas encore en vigueur. L'horizon d'application est plutôt en octobre 2026. En quoi ça consiste, cette garantie de bon fonctionnement? Eh bien, c'est l'établissement d'une durée plancher pendant laquelle certains biens qui sont offerts en vente ou en location à long terme, soit de 4 mois ou plus, devront fonctionner de façon adéquate. Pour l'instant, les biens qui sont visés par cette garantie sont ceux répertoriés à la présentation devant vous, bien que l'énumération ne soit pas exhaustive. Alors, comme vous le constatez, il s'agit principalement d'électroménagers et d'appareils électroniques qui ont une certaine valeur sur le marché. Tel que je l'ai mentionné, il ne s'agit pas d'une liste exhaustive. Il sera possible pour le gouvernement d'étendre cette garantie à d'autres biens par le biais d'une réglementation qui pourrait être adoptée dans un avenir rapproché ou non. Quelle est la durée de cette garantie? Eh bien, c'est une grande inconnue à ce stade. C'est une donnée qui sera déterminée par le biais d'un règlement. Ce qu'on sait à l'heure actuelle, c'est que cette garantie prendra effet à la livraison du bien. Et il nous apparaît probable que cette durée sera déterminée par catégorie de biens. Il est cependant raisonnable de se questionner quant aux variables qui seront considérées pour établir cette durée. Par exemple, est-ce que la gamme de produits et le prix payé pour le bien seront des éléments considérés? Est-ce que c'est raisonnable de s'attendre à ce qu'un bien ayant coûté 1 000 $ dure aussi longtemps qu'un bien d'une même catégorie ayant coûté 10 000 $ par exemple? Est-ce qu'il est possible qu'il y ait une déclinaison multiple de cette durée en fonction de différents facteurs? Je n'ai pas de réponse pour vous malheureusement aujourd'hui. Ce seront des éléments à surveiller dans le cadre du règlement qui sera adopté éventuellement. La garantie de bon fonctionnement prévoit, il y a certaines exclusions à cette garantie de bon fonctionnement qui sont prévues à la loi. Alors, sera exclu de cette garantie tout ce qui relève du service normal d'entretien et du remplacement des pièces en résultant.
tout dommage qui résulte d'un usage abusif par le consommateur ou tout accessoire autre que celui déterminé par règlement. La notion d'accessoire est un concept qui devra être clarifié selon nous. On peut penser qu'il s'agit des accessoires qui ont pour mission d'assurer le bon fonctionnement primaire du bien. On peut penser par exemple à votre fil qui vous permet de recharger votre téléphone cellulaire. On peut passer à la prochaine diapositive, Vincent. Maintenant que nous avons établi les balises de cette garantie de bon fonctionnement, qu'est-ce que ça implique concrètement? On peut prendre l'exemple d'un réfrigérateur qui brise pendant la durée de cette garantie de bon fonctionnement et dans une situation où nous ne sommes pas dans un cas d'exclusion. Eh bien, d'abord, le commerçant ou le fabricant devra assumer les frais raisonnables de transport ou d'expédition engagés pour l'exécution de la garantie de bon fonctionnement. On peut penser, par exemple, au déplacement du bien à l'entrepôt ou à l'atelier de réparation. La notion de raisonnabilité des frais n'est pas définie ni encadrée dans la loi. Alors, tout porte à croire qu'elle sera sujette à interprétation. Ensuite, le commerçant ou le fabricant devra effectuer la réparation du bien et assumer les frais relatifs à cette réparation. La garantie s'étend aux pièces ainsi qu'à la main-d'œuvre liée à la réparation. Si le commerçant n'est pas en mesure de faire la réparation ou s'il ne souhaite pas procéder à la réparation, il pourra permettre au consommateur de faire exécuter la réparation par un tiers, mais il devra assumer les frais de cette réparation auprès du tiers. Il convient également de noter que la garantie suit le bien, dont le commerçant et le fabricant devront répondre de l'exécution de la garantie à l'égard d'un consommateur acquéreur subséquent du bien pendant, évidemment, la garantie, la durée, de cette période de garantie. On peut passer à la prochaine. La loi prévoit également des obligations en lien avec la divulgation de cette garantie de bon fonctionnement aux consommateurs. D'abord, au niveau du fabricant, celui-ci devra divulguer de la manière et aux conditions qui seront prescrites par règlement les informations relatives à la garantie, qui seront aussi déterminées par règlement. Au niveau du commerçant, celui-ci devra indiquer la durée de la garantie de bon fonctionnement à proximité du prix annoncé et de manière évidente. On peut donc penser que ceci visera l'étiquetage en magasin, mais aussi toute publicité qui porte sur ce bien, que ce soit en magasin, sur le web ou dans les circulaires. De plus, après la conclusion d'un contrat de vente ou de louage à long terme d'un bien qui comporte une garantie de bon fonctionnement, le commerçant devra remettre au consommateur les informations relatives à cette garantie. Encore une fois, nous ne connaissons pas encore le contenu et la manière de cette divulgation. Le tout sera établi par règlement. Finalement, la garantie de bon fonctionnement emporte également certains impacts sur l'offre de garantie supplémentaire. Ainsi, un commerçant qui propose au consommateur de conclure un contrat à titre onéreux de garantie supplémentaire devra préalablement l'informer de façon verbale de l'existence et de la durée de la garantie de bon fonctionnement, évidemment si elle est applicable. Si le commerçant fait défaut de transmettre ces informations, il sera réputé passer sous silence un fait important, ce qui constitue une pratique interdite sous la LPC, qui donne ouverture à un processus de sanction pénale. On constate donc que le régime de la garantie de bon fonctionnement s'inscrit dans l'objectif de la réforme dont Vincent a traité un petit peu plus tôt aujourd'hui, favoriser la réparation des biens plutôt que le remplacement par un bien neuf. Et cette garantie semble ainsi aussi s'inscrire dans la volonté de protection de l'environnement qui est également visée par cette réforme. Alors, je vais maintenant passer la parole à Vincent pour la garantie de réparabilité.
Oui, et avant, je me permets de souligner que les nouvelles obligations relatives à la garantie de bon fonctionnement d'un bien visent de façon égale le fabricant et le commerçant. Donc, les deux entités sont assujetties aux nouvelles normes et devront de façon égale honorer les durées de fonctionnement des biens qu'ils offrent aux consommateurs québécois. Une des critiques ou préoccupations qui ont été formulées par les marchands québécois dans le processus est relative au fait qu'on leur impose des obligations qui sont nécessairement ou usuellement celles du fabricant. Dans l'état actuel des choses, sans égard au respect des obligations par un fabricant, le commerçant qui met en marché un bien sera tenu, lui, indépendamment de la volonté du fabricant, à assurer la garantie de bon fonctionnement du bien, de sorte qu'on lui impose, ce faisant, de nouvelles obligations. Il sera tenu toujours envers le consommateur d'honorer ce que la LPC prévoit, sans égard à la volonté du fabricant d'obtempérer, de sorte qu'il y avait une difficulté appréhendée des commerçants. Reste à voir là, comment le règlement mettra en œuvre cette dualité-là, le cas échéant. Le deuxième grand volet de la réforme concerne la réparabilité des biens, de sorte qu'une fois qu'ils sont vendus, ils doivent pouvoir être réparés plutôt que de devoir être remplacés. À l'instar de la durée de bon fonctionnement, les nouvelles dispositions ne sont pas encore en vigueur et leur horizon d'application en fonction des dispositions transitoires de la loi est octobre 2025. De façon générale, les obligations relatives à la réparabilité des biens prévoient que pendant une durée raisonnable, autre notion non définie, des pièces de rechange, des services de réparation et renseignements nécessaires à l'entretien ou à la réparation des biens doivent être disponibles. Maître Poitras, je vois que vous apparaissez à l'écran. Oui, une petite question qui est arrivée à l'écran. Est-ce que l'institution financière sera aussi responsable des garanties? Il n'y a pas de disposition dans la loi qui vient faire un lien avec les nouvelles obligations relatives à la durée de bon fonctionnement et de la rappelabilité des biens avec les institutions financières. On sait toutefois, et c'est dans la loi, dans la mouture actuelle de la loi, que lorsqu'un contrat de crédit est conclu à l'occasion de l'achat d'un bien, la résolution de la vente peut emporter la résolution du contrat de crédit corrélatif. Mais au-delà de cette réalité qui demeure inchangée dans la loi, les nouvelles dispositions là, ne prévoient pas que l'institution financière peut être tenue d'honorer les nouvelles garanties ou la réparabilité des biens. Parfait, merci. Oui, je souligne par ailleurs que les nouvelles garanties telles qu'elles ont été précisées quant à la durée de bon fonctionnement n'altèrent pas les recours du consommateur. Donc, en cas de défaut du fabricant ou du commerçant d'honorer la durée de bon fonctionnement en fonction des paramètres, le consommateur devra toujours saisir les tribunaux pour faire reconnaître ses droits et honorer la garantie. De sorte qu'il pourrait y avoir dans un contexte comme celui-ci, si tant est qu'une institution financière avait octroyé un contrat de crédit, une incidence des nouvelles dispositions offrant des protections additionnelles, mais au-delà de ce commentaire, je ne vois pas. J'ai une autre question, si ça vous brise pas trop dans votre trip, là, Pas du rapidement. tout. Est-ce que la loi va s'appliquer aussi aux biens achetés seulement après l'adoption du projet de loi? Oui, il est prévu que les nouvelles dispositions s'appliquent à compter d'une date déterminée pour les biens vendus à compter de ce moment. Vous constatez à l'écran toutefois que la réparabilité des biens va entrer en vigueur avant les nouvelles durées de bon fonctionnement. On a 2 ans approximativement pour effectuer la transition, mais effectivement, il n'est pas prévu dans la mouture de la loi qu'elle ait un effet rétroactif, de sorte que on peut raisonnablement conclure qu'elle ne s'applique qu'aux biens vendus à compter
de l'entrée en vigueur des dispositions dont il est question. Parfait, merci. Au niveau de la réparabilité des biens, la grande nuance ou le grand élément à prendre en considération est que ces nouvelles obligations visent les biens qui sont de nature à nécessiter un travail d'entretien. Ce qu'est un travail d'entretien n'est pas prévu spécifiquement dans la loi. Il faudra s'en remettre aux exigences du fabricant ou du commerçant quant au bon entretien d'un bien et les directives ou obligations qui imposent aux consommateurs pour s'assurer que le bien demeure fonctionnel, sans vouloir être simpliste à l'extrême. Un tournevis ne nous apparaît pas comme un bien nécessitant un travail d'entretien, de sorte que les obligations relatives à la réparabilité d'un tournevis nous apparaissent non applicables, par opposition à un vélo, par exemple, qui, lui, nécessite une forme d'entretien, de maintenance usuelle, de remplacement ponctuel de pièces qui ont une durée de vie limitée, de sorte que les nouvelles dispositions relatives à la réparabilité des biens sont plus susceptibles de s'appliquer s'appliquer à ce type de biens-là. Donc, une ségrégation de deux types de biens qui vont influencer les droits et obligations des fabricants, commerçants et des consommateurs. La finalité des modifications emporte que les pièces de rechange doivent être disponibles et doivent pouvoir être utilisées ou installées, pardon, à l'aide d'outils couramment disponibles sans causer de dommages irréversibles aux biens. Donc, vous voyez poindre à l'horizon une multitude de difficultés. Qu'est-ce qu'un outil couramment disponible lorsqu'il est question de réparer un appareil électronique? Et comment peut-on s'assurer que l'utilisateur profane n'est pas de nature à causer un dommage irréversible au bien en s'aventurant dans la réparation de sa tablette? Bien des matières pouvant donner des maux de tête aux consommateurs, fabricants, commerçants et ultimement aux tribunaux qui auront à être saisis de telles questions. La durée de disponibilité des pièces, comme je le mentionnais, n'est pas précisée. Il y aura un lien manifeste avec les durées, je présume, de bon fonctionnement des biens. Et il y a fort à parier que parmi la catégorie de biens que Justine vous a entretenus et qui apparaissent dans la nouvelle mouture de la loi, les pièces devront être disponibles minimalement pendant la durée de bon fonctionnement qui est prévue. Finalement, les pièces de rechange ou le service de réparation doivent être disponibles à un prix raisonnable. Une autre notion non définie, outre que le législateur précise qu'il s'agit d'un prix qui ne doit pas décourager l'accès par le consommateur aux dites pièces ou services de réparation. Donc, il y aura un test, selon toute vraisemblance, développé pour se prononcer sur la raisonnabilité. Nous l'avons tous vécu dans notre vie personnelle. Souvent, la réparation d'un bien peut excéder la valeur du bien ou entreprendre ou nécessiter des démarches qui sont plus onéreuses que le bien lui-même, compte tenu des pièces, de la main-d'œuvre, des frais de transport. Donc, il y aura un arrimage qui devra être prévu quant aux pièces de remplacement. Il sera possible pour le commerçant ou le fabricant de se dégager de l'obligation d'assurer la réparabilité des biens par la communication d'un avertissement écrit au consommateur avant la conclusion du contrat à l'effet que le bien ne peut pas être réparé. Ce qui fera en sorte qu'il n'a pas à assurer la disponibilité des pièces et services de remplacement par la suite. Toutefois, le gouvernement pourra déterminer par règlement des circonstances ou des types de biens pour lesquels les fabricants et commerçants ne peuvent pas exclure les dispositions relatives à la réparabilité des biens. Malheureusement, ce type de bien-là ou ce type de circonstances demeure inconnu à ce jour.
Également, par voie de règlement, le gouvernement pourra déterminer spécifiquement pour certains types de biens ou certains types de pièces la durée durant laquelle ils doivent être disponibles. Et finalement, il y a des délais qui pourront être établis par règlement envers le commerçant ou le fabricant pour fournir spécifiquement des renseignements ou des pièces aux consommateurs. À défaut de l'avoir précisé, les obligations concernent à la fois les pièces matérielles et également tous les processus afférents à à la réparabilité des biens, à savoir les manuels d'instruction, fichiers électroniques, programmes et autres qui permettent d'assurer le bon fonctionnement des biens. Nuance au niveau des données automobiles. Le commerçant en matière automobile devra donner accès aux consommateurs dans un format lisible des données de l'automobile pour qu'il puisse soit assurer lui-même la réparabilité des biens ou faire l'entretien, la réparation ou la maintenance de son véhicule auprès du concessionnaire ou du garage de son choix. Une problématique, et certains d'entre vous l'auront peut-être vécu, est qu'avec le niveau de sophistication des véhicules et de leurs programmes informatiques, leurs données ne sont présentement pas nécessairement accessibles ou lisibles par quiconque peut y accéder. Donc, la loi vise à faire terme à cette pratique pour que quiconque puisse accéder à ces données-là. La loi ne précise pas toutefois en matière automobile comment ou assurer la lisibilité des données. Est-ce que un programme informatique de base sera suffisant ou on exigera des programmes plus sophistiqués? Le fabricant et le commerçant ne pourront pas se dégager de cette obligation. Toutefois, contrairement aux autres informations relatives à la réparabilité des biens, la loi prévoit que le fabricant en matière automobile n'a pas à donner accès aux données de l'automobile de façon gratuite. Donc, il pourra y avoir une modulation de l'obligation dans ce cas-là. Que se passe-t-il si les pièces ou informations relatives à la réparation d'un bien ne sont pas disponibles ou qu'ils ne sont pas disponibles dans un délai raisonnable? Alors, le consommateur peut mettre en demeure le commerçant de lui fournir les biens, les pièces, pardon, ou les services pour assurer la réparabilité des biens. Et le commerçant ou le fabricant disposera d'un délai de 10 jours pour se prononcer et informer le consommateur du délai dans lequel les pièces seront disponibles ou d'une solution alternative pour réparer le bien. À défaut du consommateur d'accepter ou refuser la proposition du commerçant, il pourra faire réparer le bien à ses propres frais et en réclamer le remboursement ou réclamer un bien de qualité égale avec des fonctionnalités égales à titre gratuit. Donc, de nouveaux droits qui sont octroyés aux consommateurs en cas de défaut de réparabilité des biens et de nouvelles obligations qui seront imposées aux fabricants ou aux commerçants par rapport à cette dimension-là. À nouveau, et à l'instar de ce que je mentionnais concernant la durée de bon fonctionnement des biens, les dispositions relatives à la réparabilité des biens ne prévoient pas directement de nouveaux recours à la disposition du consommateur. Donc, en cas de défaut, il devra toujours s'adresser aux tribunaux par le truchement de l'article 272 que vous connaissez pour faire valoir ses droits et qui seront évalués à la lumière des nouvelles dispositions. Oui, Maître Poitras. Question juste un petit peu en arrière. On revient sur le volet des automobiles. Donc, la question, est-ce que les dispositions vont s'appliquer seulement aux automobiles neuves ou aux autos usagées aussi? Bien, comme on le mentionnait, la loi n'étant pas encore en vigueur, et puisque l'on vise des biens qui seront vendus après cette date,
On ne peut que présumer qu'elle s'applique aux automobiles neuves. Je pourrais vérifier là, de mémoire, mais ça m'échappe. Mais je pense qu'effectivement, il est question d'automobiles neuves lorsqu'il est question d'assurer la disponibilité des données. Plus spécifiquement. Donc, je pourrais revenir, je pense que c'est Maître Massicotte qui pose la question. Là, je pourrais prendre l'information en note et faire un suivi par rapport à cet aspect-là, mais certainement, il serait peut-être question là, d'assurer les nouvelles obligations avant l'entrée en vigueur là, prévue en octobre 2025. Ce qui fait un survol des nouvelles dispositions quant à la réparabilité des biens. Je redonne la parole à Justine pour les informations relatives aux nouvelles pratiques interdites. Je Merci. souligne que vous voyez à l'écran, juste par souci d'exhaustivité, le règlement à nouveau va prévoir des nouvelles informations et obligations quant à la divulgation des informations concernant la réparabilité des biens. Donc, à terme, il est à anticiper que ça modifiera les pratiques de commerce et qu'il s'agira d'un élément de distinction ou concurrentiel entre les marchands là, sur les biens qu'ils vendent. Merci Vincent. Alors, avant de traiter des pratiques interdites, on va regarder rapidement la question des automobiles gravement défectueuses. Alors, c'est la mesure anti-citron dont Vincent faisait référence en début de présentation. Il convient de noter que le Québec est la seule province canadienne à avoir introduit une telle mesure qui est déjà en vigueur depuis la sanction de la loi en octobre dernier. Cette mesure prévoit qu'il est possible pour le consommateur qui est propriétaire ou locataire à long terme d'une automobile de demander à la Cour de faire déclarer son véhicule d'automobile gravement défectueuse lorsque certaines conditions sont remplies, plus précisément 3 conditions. La première condition vise des automobiles qui sont affectées d'une ou plusieurs défectuosités qui ont fait l'objet de tentatives de réparation effectuées en vertu de la garantie conventionnelle de base qui est accordée par le fabricant. Cette condition se décline en 3 scénarios. Il peut s'agir d'abord de 3 tentatives infructueuses pour une même défectuosité. Il peut également s'agir d'une ou 2 tentatives infructueuses pour une même défectuosité, alors que le commerçant ou le fabricant a l'automobile à sa possession pendant plus de 30 jours. Il sera cependant possible d'exclure de ce 30 jours les jours où les réparations ne pouvaient pas être effectuées en raison d'une pénurie de pièces, si pendant cette période, une automobile de remplacement a été offerte aux consommateurs sans frais. Et le 3e scénario, c'est qu'il s'agit de 12 tentatives pour des défectuosités qui n'ont pas de lien entre elles. Alors, s'il s'agit de la première condition, au niveau de la 2e condition, des défectuosités devront être apparues dans les 3 ans de la première vente ou location à long terme de l'automobile, alors que celle-ci n'avait pas parcouru plus de 60 000 km. Et finalement, la 3e condition, les défectuosités doivent rendre l'automobile impropre à l'usage auquel elle est normalement destinée ou en diminuer de façon substantielle l'utilité. Si la Cour conclut que ces conditions sont rencontrées et qualifie l'automobile de gravement défectueuse, elle sera réputée affectée d'un vice caché. Ainsi, le consommateur pourra bénéficier des remèdes disponibles en cas de vice caché, qui peuvent inclure, selon les circonstances, l'annulation du contrat, la diminution du prix payé et des dommages-intérêts compensatoires. Il y a également d'autres obligations qui découlent de cette mesure anti-citron pour le commerçant. D'abord, au niveau de l'étiquette qui doit être apposée par le commerçant sur les véhicules d'occasion qui sont offerts en location ou en vente, eh bien, cette étiquette devra indiquer que l'automobile a été déclarée gravement défectueuse par la Cour. Il sera également interdit de faire toute annonce ou publicité qui porte sur un véhicule ainsi qualifié sans divulguer ce fait. Tel que je l'ai mentionné, cette mesure est en vigueur depuis octobre. Nous n'avons pas répertorié encore de jurisprudence sur cette nouvelle mesure. Il sera intéressant de suivre la jurisprudence à cet égard. Question pour vous, Maître Brien. Pensez-vous qu'on pourra... Il y a David Searles, Maître Searles, qui dit « Pensez-vous qu'on pourra citer cette mesure anti-citron devant le PAVAC? »
En toute honnêteté, j'ignore à quoi fait référence le PAVAC. Je ne sais pas si Maître de l'Étoile, Sébastien. Oui, le programme Oui. d'arbitrage de différents matières d'automobile, possiblement, reste à voir comment ceci sera opérationnalisé et les tenants et aboutissants des décisions des tribunaux, mais il s'agit de nouvelles dispositions en vigueur au Québec qui pourront, je présume, être citées ou opposées aux parties prenantes devant tout tribunal ou forum. Là, il n'est pas question seulement de l'exercice des droits devant les tribunaux en ce qui concerne ces obligations de fonds-là. Parfait. Puis j'avais une autre question qui avait été posée précédemment concernant certaines dispositions là, que vous avez mentionnées avant le chapitre que vous avez abordé, Maître Brien. La question de Maître Bérard, les dispositions sur sur les fabricants automobiles visent-elles aussi d'autres types de fabricants? Donc, voyez-vous un transfert de responsabilité aussi grande avec d'autres types de fabricants? Non, c'est le seul, les véhicules, c'est le seul sujet qui fait l'objet d'une distinction dans la réparabilité des biens et l'accès aux données plus particulièrement. Sinon, les dispositions sont rédigées de façon uniforme et visent à s'appliquer aux commerçants et fabricants sans distinction. Évidemment, il y a un chapitre particulier sur les automobiles gravement défectueuses qui vise plus spécifiquement les fabricants et commerçants de véhicules, mais sinon, dans sa mouture, là, tout ce qui concerne la durée de bon fonctionnement et la réparabilité vise, dans la rédaction de la loi, de façon égale, les fabricants et les commerçants. Maître David s'exprime. Effectivement, une voiture qui a été déclarée gravement défectueuse pourra être revendue. Donc, l'automobile existe toujours. Peut-être qu'à terme, et je ne veux pas être cynique, mais quiconque trouvera la solution à la problématique et ce véhicule-là pourra retrouver le chemin des routes du Québec si elle est réparée. Je présume toutefois que la divulgation du statut de véhicule gravement défectueux aura une incidence sur le prix de vente et à rebours là, sur les obligations qui s'imposent aux commerçants. Comme pour les autres sujets, il s'agit de nouveaux droits, mais l'exercice des recours des consommateurs n'est pas affecté. Donc, lorsqu'en présence de circonstances qui entraînent un constat d'automobile gravement défectueux, le consommateur devra saisir les tribunaux pour obtenir la réparation appropriée. Il bénéficiera toutefois, vous le voyez à l'écran, d'une présomption de vice qui est dans la rédaction de la loi irréfragable, de sorte que il ne sera question à ce moment-là, je présume, lorsque les circonstances sont établies, que de réparation. Nouveau thème, celui des pratiques interdites, et Justine reprend le micro. Oui, merci Vincent. Alors, nous allons maintenant aborder les changements au niveau des pratiques interdites qui sont stipulées à la loi sur la protection du consommateur. Évidemment, les pratiques de commerce interdites ont été modulées en fonction des nouvelles obligations qui sont imposées aux commerçants et fabricants dont on a traité un petit peu plus tôt aujourd'hui. Alors, la loi prévoit désormais une interdiction d'omettre la divulgation des informations avec la garantie de bon fonctionnement, autant pour le commerçant que le fabricant, de la manière qui sera prescrite par règlement. De plus, la loi prévoit une nouvelle interdiction qui vise encore une fois le commerçant ou le fabricant qui ne pourront recourir à une technique ayant pour effet de rendre plus difficile pour le consommateur d'entretenir ou de réparer un bien. Et il y a une précision pour ce qui est des données automobiles. On précise que ça vise notamment toute technique par un fabricant automobile ayant pour effet de rendre plus difficile l'accès aux données de ce véhicule pour des fins de diagnostic, entretien ou réparation. De plus, comme je l'ai mentionné plus tôt, il sera interdit de faire une annonce qui porte sur un véhicule sans mentionner le fait qu'il s'agit d'une automobile qui a été déclarée gravement défectueuse, le cas échéant. De plus, au niveau des pratiques interdites, un ajout qui est quand même majeur, qui est mentionné dans le titre de la loi, c'est l'interdiction qui vise l'obsolescence programmée qui est déjà en vigueur
Et tel que le ministre le mentionnait, le Québec est le premier État en Amérique du Nord à légiférer en matière d'obsolescence programmée, deuxième au monde après la France. En quoi consiste cette nouvelle interdiction qui fait l'objet d'un article seulement dans la loi? Eh bien, la loi prévoit que nul ne peut, par quelque moyen que ce soit, faire le commerce d'un bien pour lequel l'obsolescence est programmée. On entend par obsolescence programmée lorsque le bien fait l'objet d'une technique visant à réduire sa durée normale de fonctionnement. Au niveau du terme commerce d'un bien, eh bien, la loi prévoit que c'est à chaque fois qu'un bien est offert au consommateur ou qu'il fait l'objet d'un contrat avec un consommateur et le fabricant d'un bien est réputé en faire le commerce. Ceci s'explique vraisemblablement du fait que le fabricant n'est pas toujours celui qui va offrir en vente le bien directement au consommateur. À la lecture de cette disposition, il semble que ça revient au consommateur d'établir l'utilisation d'une telle technique d'obsolescence programmée. Il n'y a pas de présomption qui est prévue à la loi et le fardeau nous semble assez élevé. Il est également à prévoir que la preuve d'une telle technique nécessitera vraisemblablement une preuve d'expertise. Je vois Maître Poitras. Oui, Oui. je réapparais, je disparais, dépendamment des questions. On a Maître Savoie qui pose la question suivante. Est-ce que les ventes sans garantie légale seront totalement interdites aux commerçants? Et la LPC étant une loi d'ordre public, là, il n'est pas possible d'exclure les garanties que la LPC prévoit. Il est possible pour le commerçant ou le fabricant de donner plus. Il n'est pas possible pour le fabricant et le commerçant de donner moins. Donc, contrairement à des immeubles là, qui peuvent être vendus sans garantie légale de qualité, ici, en matière de protection du consommateur, là, les durées de bon fonctionnement, puis l'usage normal auquel on est en droit de s'attendre, sont des dispositions d'ordre public là, dont on ne peut pas altérer la substance, là. Parfait. J'aurais le goût de rebondir en vous demandant, lorsqu'on achète un bien dans les magasins, souvent on nous vous offre une garantie supplémentaire, puis on nous dit pas tout le temps, on ne nous parle pas très longuement de la garantie prévue par la loi, là, de bon fonctionnement. Donc, vous voyez ça comment pour la suite? Est-ce que ces garanties-là offertes par les commerçants vont être discutées ou Elle demeure ralenties? possible. Oui, Toutefois, il existe présentement là, un régime dans la LPC aux articles 228.1 sur la vente de garanties supplémentaires. Donc, il y a de la documentation obligatoire qui doit être remise aux consommateurs qui inclut de façon verbale et écrite la divulgation de l'existence d'une garantie légale. Donc, dans l'état actuel des choses, le consommateur doit être informé avant d'acheter une garantie supplémentaire. Comme le mentionnait Justine plus tôt, les dispositions relatives à la vente de garanties prolongées, excusez-moi, la familiarité, devront désormais inclure les informations quant à la durée de bon fonctionnement. Donc, non seulement le commerçant devra divulguer l'existence de la garantie de bon fonctionnement, mais divulguer également la durée durée. et les obligations relatives à la réparabilité des biens. Donc, la réponse courte est il sera toujours possible de vendre des garanties supplémentaires. L'opportunité d'en acheter une devient très subjective ou sera peut-être tributaire des paramètres de la garantie qui peut être plus avantageuse et ça a été reconnu par les tribunaux et la Cour d'appel. Il existe une valeur à une garantie prolongée qui est un produit tout à fait légal. Je me permets un commentaire éditorial également. Ceux qui me connaissent savent que je me gêne rarement. On doit faire une distinction dans mon esprit entre l'obsolescence programmée et les attributs du bien compte tenu de sa valeur et l'usage auquel il est destiné. Donc, dans notre esprit, l'obsolescence programmée est véritablement une pratique qui vise à faire en sorte que le bien va briser dans une période plus courte ou des circonstances déterminées, mais il s'agit d'un concept qui est différent des attributs normaux du bien compte tenu du prix qui a été payé. Donc, à nouveau, je ne veux pas être simpliste, mais acheter
un ventilateur 15 fait de plastique, s'il brise dans 6 mois, on n'est pas nécessairement dans un code d'obsolescence programmée si on n'est pas en mesure de prouver que le fabricant a fait exprès que après 10 000 rotations, les composantes de plastique explosent. Donc, c'est un exemple bête, mais il y a une distinction fondamentale à faire dans mon esprit. Pour votre curiosité, des dispositions similaires existent en France sur l'obsolescence programmée depuis un certain temps déjà et aucun commerçant n'a jamais été poursuivi avec succès pour être condamné quant à des pratiques d'obsolescence programmée. Et les échos de vestiaire dans le domaine manufacturier et du commerce sont aussi à l'effet que la notion d'obsolescence est mal définie. S'agit-il d'une obsolescence fonctionnelle ou esthétique? On peut vendre des biens en fonction de différents paramètres. Donc, ces attributs, leur look, ce dont ils ont l'air. Donc, est-ce que changer le modèle d'un véhicule 6 mois après l'introduction d'un nouveau modèle rendant l'ancien moins beau et moins attrayant est une forme d'obsolescence? Il y a bien des questions qui demeurent en suspens. Et certainement des grandes batailles devront nécessairement être débattues si jamais quiconque devait prétendre à des cas d'obsolescence, ce qui demeure toutefois ou évidemment possible. Pour conclure, au niveau de l'obsolescence, évidemment, en cas de contravention, des sanctions pénales pourraient être imposées à la suite d'un processus impliquant un constat d'infraction, un procès, le cas échéant. Et puis, la loi prévoit qu'une poursuite pénale qui vise une infraction d'obsolescence programmée se prescrit par 5 ans à compter de la date de l'infraction, contrairement à la période de 2 ans qui prévaut à la LPC pour les autres infractions de nature pénale. Alors, je vois le temps passer. Je vais passer la parole à Vincent pour ce qui est des sanctions. Tout à fait. Et je souligne à nouveau que les obligations visent le commerçant et le fabricant. Le commerçant, lui, fait la revente de biens fabriqués par d'autres, mais il se voit imposer les dispositions relatives à l'obsolescence programmée. Les moyens de défense d'un commerçant qui n'a rien à voir dans la conception, la fabrication du bien sont aussi à développer. Mais dans la mouture de la loi, il est également responsable avec le fabricant de cas comme ceux-là. Sanctions administratives pécuniaires, un nouveau chapitre de nouvelles dispositions dans la loi sur la protection du consommateur qui offre à l'Office de la protection du consommateur un processus d'amende administratif plutôt que pénal, qui pourra s'articuler dès janvier 2025 en fonction, et je m'excuse à nouveau, d'un règlement à venir dont on ne connaît pas la teneur, qui établira une liste de types de manquements objectivement observables qui pourront donner naissance à une sanction administrative. Lorsque la liste des manquements sera connue et lorsque les dispositions seront en vigueur, l'Office de la protection du consommateur pourra, au lieu d'instituer des sanctions pénales afférentes à un non-respect de la loi, émettre une sanction administrative pécuniaire, c'est-à-dire une amende qui demeure payable à charge pour le commerçant ou le fabricant de la contester dans un processus administratif devant le tribunal administratif du Québec. Donc, les amendes ou la sanction sont moindres qu'en matière pénale. Vous les voyez à l'écran, 1 750 pour une personne physique, 3 500 pour une personne morale par jour d'infraction. La loi prévoit ainsi une forme de prédétermination par l'OPC qui pourra émettre ces sanctions-là, inversant le fardeau à toute fin utile de contestation. Donc, une nouveauté à surveiller, comment elles seront mises en œuvre ou non. Selon la loi, la sanction administrative pécuniaire
peut être précédé ou non d'un avis de manquement par l'Office de la protection du consommateur. Comme vous vous imaginez, il y a toute une série de dispositions quant au délai de contestation. Je souligne également que les administrateurs et dirigeants du commerçant sont solidairement responsables avec le commerçant du paiement des sanctions administratives pécuniaires, de sorte qu'ils pourront eux également être visés par ces nouvelles sanctions-là, en plus du commerçant. Rapidement, puisque le temps a effectivement filé, il y a une mise à jour à toute fin utile des dispositions pénales pour actualiser les montants des infractions qui sont majorés. La plus significative concerne le montant maximal d'une infraction pouvant être imposée à une personne morale. Le 175 000 pour une première offense devient le nouveau seuil, ou un montant équivalent à 5 du chiffre d'affaires mondial de l'entreprise. C'est un genre de régime de calcul qui se retrouve dans d'autres lois au Québec pour des marchands là, qui font affaire dans plusieurs juridictions. Ce 5 %-là du chiffre d'affaires mondial peut devenir un montant particulièrement élevé. Comme toujours, les montants des amendes peuvent être portés au double en cas de récidive. Et je souligne également que les dispositions relatives à la responsabilité des dirigeants et des administrateurs ont été modulées. Dans la nouvelle mouture, ils sont présumés avoir commis l'infraction au même titre que le commerçant, à charge pour eux de démontrer leur diligence raisonnable en lien avec l'infraction. Donc, un changement par rapport au droit tel qu'il existait à ce jour, où on devait prouver la commission d'infraction par les administrateurs et dirigeants également. Donc, c'est un survol. Vous aurez intérêt à voir les nouvelles dispositions là, qui se retrouvent aux articles 280 et suivants de la LPC dans ce domaine. Et ça met un terme, sous réserve des questions de Maître Poitras, Oui. ce dont nous voulions vous entretenir aujourd'hui. Ben, c'est excellent. On a eu des bonnes questions tout au long de la présentation. Il en reste une toute dernière concernant l'automobile, encore une fois. Est-ce qu'un nouveau moteur installé, la garantie, la durée de la garantie va commencer quand? À l'installation du nouveau moteur ou peut-être que est-ce clair pour vous, Maître Delétoile ou Maître Oui, Bruyère? la question est claire, la Oui. réponse l'est moins, puisque là, il est question évidemment d'une nouvelle réalité à deux composantes. Le moteur est un bien distinct qui va être incorporé à l'automobile qui est tributaire de d'autres fonctionnalités que le moteur. Donc, la durée de bon fonctionnement d'un moteur neuf installé dans un véhicule usagé devrait débuter en ce qui concerne le moteur seulement au moment de son installation. Maintenant, le moteur n'est pas un bien défini comme ayant une durée prédéterminée de bon fonctionnement. Donc, il faudra s'en remettre aux usages du commerce, aux prix vendus, aux attributs du bien pour déterminer combien de temps devait durer ce moteur-là. Et surtout, a-t-il été utilisé de façon conforme aux exigences du fabricant? L'utilisateur a-t-il traité avec soin son moteur, fait les entretiens, etc. Donc, une colle OK. Maître Richter. Parfait. Puis Maître Stuart nous dit en terminant, ben, merci pour la présentation très intéressante. Savez-vous par hasard si le gouvernement compte embaucher plus d'effectifs à l'Office de la protection du consommateur pour assurer le respect des dispositions? Aucune Aucune idée? information à ce niveau-là. Ceux qui ont eu affaire avec l'OPC le savent probablement. Là. Ils ont des programmes de surveillance ponctuels qui varient de sujet en sujet. Je pense comme bien d'entre nous, présentement, ont des enjeux de rétention de personnel, donc doivent allouer leurs ressources aux objectifs qu'ils estiment primaires. Je ne sais pas si de plus amples effectifs seront embauchés à l'OPC. Je ne sais pas non plus comment le TAC va apprécier son nouveau régime de contestation et ce qui va advenir devant les tribunaux là, avec l'état actuel des choses que tout le monde connaît, de nouveaux droits, de nouveaux recours. Donc, bien des inconnus
Oui. Puis beaucoup de choses qui restent à déterminer par règlement aussi, là, à ce qu'on constate aussi. Alors, Tout à fait. Si je peux me permettre un dernier commentaire, ceux qui assistent des fabricants et des commerçants dans leur pratique auraient intérêt à surveiller très attentivement les nouvelles dispositions réglementaires et comment elles vont se déployer, puisque, comme Justine le mentionnait, ça va entraîner une réforme quasi complète de la façon de faire du commerce dans la divulgation et la communication d'informations. Donc, les étiquettes, les publicités, les manuels, tout devrait être revu pour s'assurer de l'adéquation avec les nouvelles dispositions. alors. Ben, écoutez, le temps a effectivement filé. Alors, je vous remercie vraiment, Maître Delestoile et Maître Brien, pour votre présentation. Euh, Merci à Langlois, hein. Plusieurs avocats de Langlois sont des amis de la Fondation, donc on apprécie toujours vous recevoir en webcam à midi-conférence. Donc, merci du temps que vous nous avez accordé toutes les deux ce midi. C'est très apprécié. Puis en terminant, en cette période de festivité, toute l'équipe de la Fondation tient à vous adresser vraiment nos plus sincères vœux. Profitez-en durant le temps des fêtes pour vous reposer tout le monde. Donc, c'est souvent une occasion pour prendre du temps en famille, faire le bilan de l'année passée, penser à notre nouvelle année, mais surtout en profiter avec nos amis, notre famille. Donc, reposez-vous, puis au plaisir de vous revoir dans une prochaine webconférence à tous les participants. Merci de votre fidélité. Pour certains que je vois revenir de web en web, alors merci à vous tous. Bon temps des fêtes encore une fois, puis beaucoup de bons commentaires sur votre webconférence à tous les deux. Puis, Maître Prince qui dit, est-ce qu'on peut s'attendre à une deuxième formation complémentaire? Alors, si jamais vous avez d'autres éléments à ajouter dans l'évolution de l'application de cette loi-ci, faites-nous signe toutes les deux, puis on vous accueillera à nouveau avec grand plaisir. Le Merci à plaisir vous. sera partagé. Merci. Bonne fin de journée à Au tous. revoir.